Décembre 2013. Le bailleur social Famille et Provence, en s'associant au programme Autoproduction et Développement Social, autrement dit le PADES, puis au Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Pays d'Aix, s'engage dans une aventure au long cours pour développer un projet de jardin partagé en pied d'immeuble dans le quartier d'Ancagnane à Aix-en-Provence. Au-delà de la requalification d'une de ces parcelles, il entend développer une nouvelle forme de projet associant les habitants à la conception et à la gestion des espaces et partager cette expérimentation avec d'autres bailleurs susceptibles d'être intéressés par une telle démarche. Ce récit à plusieurs voix raconte une période allant de décembre 2013 à septembre 2015, c'est-à-dire principalement la phase de conception et de mise en œuvre du jardin. Il raconte comment plusieurs acteurs, bailleurs, animateurs, habitants, apprennent à se connaître, à se comprendre, à faire ensemble et se faire confiance pour développer ce projet dans le temps. Il nous montre combien la co-construction d'un projet bouscule les schémas habituels, combien il peut générer à certains moments des tensions, des incompréhensions, et comment à d'autres, l'aventure humaine prend le dessus et engage tous et chacun. Il ne donne pas de marche à suivre, mais explore les complexités rencontrées en donnant la parole aux tâtonnements nécessaires à l'élaboration de ces nouvelles pratiques de coopération. Ce n'est pas une radio, même si un jour, si tout le monde est d'accord, on va dire allez, ça passera à la radio. Quand le jardin sera renommé, qu'on aura fait sortir des choses merveilleuses de la terre, eh bien peut-être effectivement que tout le monde on fera savoir. Moi, je suis Valérie Brignol, je suis habitante d'Ancagnane. Pour remonter vraiment à l'origine, je pars d'une envie personnelle de me dire, je me rends compte que je suis incapable de subvenir à mes besoins en autonomie. Qu'est-ce que je suis comme être humain sur cette terre si Super U s'en va en gros, quoi, tu vois ? Par contre, créer, moi toute seule, un jardin, une initiative de faire un potager dans un espace où il faut mobiliser 300 personnes qui sont pas très volontaires là-dessus, je me sens pas forcément ni les compétences ni la foi de le faire. Alors, y a, par exemple, je peux donner un coup de main à l'occasion. Des parcelles, oui, mais par escalier ou bâtiment pour s'organiser, s'y retrouver et intégrer tout le quartier. Ça ne tiendra jamais, j'ai vu les jeunes jeter des légumes sur les fenêtres et les parents qui disent rien. Et dans cette dynamique, un jour, mon meilleur ami d'enfance, de jeunesse, qui s'appelle Jean-Philippe, qui lui est locataire à Famille et Provence, m'appelle et me dit « Tu es dispo, prends un légume, descends, et là à midi, ils font une soupe, la consigne, tu descends en bas près de l'ouvrier et tu amènes un légume, on va partager. » Écoute, je suis dispo, j'y vais. Donc je trouve un vieux navet au fond de mon frigo et je descends avec mon navet. Et donc je vois des gens qui savent faire, qui ont monté des tables, qui ont l'air plutôt contents, voilà. Et une grosse marmite. Donc on commence à couper des légumes ensemble. Et là, je me dis, mais c'est extraordinaire, c'est encore mieux que ce que je pensais. Je partage dans mon quartier et on peut créer un truc super, quoi. Famille et Provence, c'est une société donc d'HLM et nous gérons maintenant environ 7000 logements. D'une manière générale, moi l'analyse que je fais en étant directeur général, c'est que souvent, par la force des choses, les relations locataires-bailleurs sociales sont des relations, on va dire pas de conflit, mais les relations qu'on a avec nos clients locataires, avec les familles qu'on loge, sont souvent des réunions liées à des réclamations ou ce type de points. Moi, ce que je souhaitais, c'était avancer d'une manière un peu plus positive dans la relation avec nos locataires, d'avoir quelque chose d'un peu plus positif et d'un peu plus constructif, en s'éloignant donc de ce type de relations qui sont aussi même institutionnalisées. Je sais qu'au total, il y avait 60, alors c'est ça doit faire 35 personnes sont intéressées par une parcelle, 25
veulent réfléchir. Et ensuite, les 2 tiers des personnes rencontrées ont dit que le projet était intéressant. Même si eux-mêmes n'avaient pas envie d'y participer ou qu'ils avaient envie d'y participer ponctuellement. Le café, c'est lequel là? Tu peux me servir un petit café, s'il te plaît? Petit ou un allongé? L'an dernier, j'en ai entendu parler quand il y a eu l'Agora là-bas. Donc je suis allée voir, je me suis dit ça peut être sympa, lieu de rencontre, lieu de vie. Sinon après il y a tout ce qui est sociaux. Il faut aller vraiment dans les trucs sociaux. Ouais, je pense que c'est ça qui manque ici. Donc voilà, il m'informe qu'il y a des rencontres qui sont prévues les semaines suivantes pour réfléchir ensemble à ce qu'on aimerait que soit cet éventuel futur jardin. Du coup, je vais aux réunions qui suivent, animées par Florence essentiellement. Je participe à ces ateliers, puis je trouve que c'est vachement intéressant. D'abord, ça me permet de voir des gens du quartier autrement. Ça me permet de rencontrer des gens d'ici. Donc Xavier Rouquayrol. Et donc moi je représente Famille Provence. Jérôme Solari, donc je suis architecte. Famille Provence m'a demandé de venir vous aider à monter ce projet. Globalement ce projet de jardin, il y a 2 projets en un. Il y a vraiment un projet participatif avec vous, avec les habitants en règle générale, qui va permettre donc de faire le programme, de voir exactement ce qui va être fait. Et puis en parallèle, donc Famille Provence, nous on est plus là pour voir la partie un peu réalisation. Donc il y a un projet qu'on a considéré comme une requalification d'espace extérieur, un projet d'investissement qu'on va réaliser avec un architecte donc qu'on a mandaté, donc qui est Jérôme. À la différence d'un projet classique où on a un programme qu'on donne à l'architecte et puis on lui dit voilà maintenant vous faites le projet jusqu'au bout. Là l'idée c'est que ce programme-là, c'est vous qui le construisez. Et après, derrière, on le donne à Jérôme. Et Jérôme donc, va faire des propositions par rapport à votre programme. Et là-dessus, après, on avancera en fonction de ce que vous retiendrez. On se fixe quand même de réaliser les travaux un peu préparatoires. Donc tout ce qui est terrassement, études de sol, tout ça, assez rapidement. Donc avril-mai. Pour qu'après, à ce moment-là, le projet, vous puissiez le mettre aussi en même temps en œuvre assez rapidement, quoi. Que cet été, plus après en septembre, ça soit fait. Vous parliez des arbres, donc effectivement il y a les cyprès. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, c'est quand même allergisant pour pas mal de gens. Les cyprès, il faut le savoir. Et puis il y a surtout un platane qui est vraiment beau ici. Donc dans la mesure où on imagine peut-être un espace d'arrivée très ouvert sur le quartier avec peut-être des tables, des choses comme ça, et en fait on serait assez vite sur le platane. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à faire sur une graduation d'espace? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans le jardin, on retrouve aussi un lieu de convivialité propre au jardin. Sous le platane, etc. Voilà. Un petit pastis, l'apéro. On invite tout le monde à s'asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis mandaté par Famille Provence pour vous aider à ce que les choses prennent forme. C'est pour ça qu'on a eu ce travail au cours des réunions pour essayer de faire émerger quelque chose qui soit un consensus entre toutes les idées qui avaient été émises. Et c'est pour ça que vous avez ces dessins, principalement dans ce panneau. Alors, les dessins qui sont en noir et blanc, c'est les dessins d'Elisabeth, qui est par là, qui se cache, qui est donc une des habitantes qui a travaillé de son côté. C'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'elle a participé depuis assez longtemps aux ateliers, depuis le premier. Et les idées qu'elle a essayé de mettre en forme à sa façon recoupent pas mal le travail qu'on a fait ensuite dans les réunions. On est allé un peu vite dans cette formulation parce que le printemps arrive et que si on veut que le jardin émerge et puisse apparaître cet été, il ne faut pas perdre de temps. C'est pour ça que j'ai pris un peu les devants en essayant de donner une image de synthèse. Et c'est pour ça que vous avez plusieurs esquisses ici qui sont présentées. Ces esquisses ont été rediscutées ensuite lors de la dernière réunion et on s'est arrêté sur une esquisse plus synthétique que vous avez dans ce panneau qui est représenté sur la maquette, pour l'instant plutôt en plan avec les volumes des immeubles pour qu'on se rende compte un peu de l'échelle.
et qui montre en fait ce que va être la structure du jardin. Ça c'était je crois au mois de mars à peu près. Quand il a commencé à faire beau, les ateliers de réflexion se sont faits directement sur l'emplacement du jardin éphémère. Donc du coup là aussi c'était intéressant parce que du coup il y avait les enfants du quartier qui venaient jouer et qui venaient se greffer aux réflexions des adultes. Donc comment nous adultes on prenait les réflexions des enfants sur leur espace, parce que par contre si nous on avait l'impression que c'était un espace un peu à l'abandon et un peu négligé, les enfants, c'est clair, eux, c'était un espace qu'ils investissaient, quoi. C'était le lieu où certaines personnes venaient sortir leurs chiens. Il y avait des gens qui avaient investi cet endroit. Nous, on voulait en faire autre chose, mais il existait déjà pour d'autres. Le fait que les réunions aient lieu en extérieur et à ciel ouvert, on va dire, faisait que de temps en temps, des personnes venaient s'exprimer sur tiens, qu'est-ce que vous allez faire ? Ouais, non, mais c'est pas la peine, de toute façon, ça va être cassé. Enfin, on a eu aussi droit au doute qui, je pense, habite notre société en général, c'est-à-dire t'as une idée, elle est bidon de base, quoi. Enfin, tu vois, on se pose même pas la question de ah ouais, tiens, pourquoi pas, c'est non, de toute façon, les gamins vont casser, les gens vont pas respecter, ils vont vous piquer des trucs. Mais pour le coup, ça ébranle pas. Le processus est engagé et voilà, il y a chaque fois de nouvelles personnes qui viennent, il y a des personnes qui sont régulières, puis il y a des personnes qui viennent se greffer de temps en temps, puis qui repartent, etc. Il y a des propositions en permanence qui émanent des jardiniers pour faire évoluer les propositions d'architecture. Le cabinet d'archi, via Jérôme, nous montre de temps en temps ce que ça donne, les croquis, les dessins, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc c'est un échange en double sens qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on voulait accueillir les enfants par rapport à leur demande très très explicite de ne pas se faire oublier dans la vie du jardin. Et on voulait aussi discuter autour d'un projet de règlement intérieur, dès lors que la concertation, elle suit son cours et en même temps, il est difficile d'avoir une décision unanime, collective, sur des hypothèses de règles du jeu. Donc on va partir sur un document support, un peu martyr, et en fonction de nos échanges, peut-être arriver à le finaliser comme étant un avis à présenter aux bailleurs Famille et Provence et au Centre permanent d'initiative pour l'environnement qui, eux, vont aussi avoir un jeu de responsabilité en lien avec ce règlement intérieur. Vous êtes prêts ? Les filles ? Bon, les filles, c'est maintenant ou c'est pas alors ? Tout le monde est en place. Bon, bienvenue aux filles. Je ne connais pas vos prénoms par cœur, mais on peut se présenter. La semaine dernière, on a entendu, et peut-être qu'on l'avait entendu avant aussi, que ce jardin, peut-être qu'il faudrait qu'il écoute aussi ce que les enfants ont à dire. Parce que les enfants, ils ont des trucs à faire, des trucs à vivre, peut-être aussi ici. Et donc, il ne faut pas que ce jardin vous oublie quelque part. Ce qu'on vous a demandé la fois dernière, où on discutait là, sur comment pourra fonctionner ce jardin après les travaux, c'est de réfléchir à des propositions, à la manière dont vous pouvez imaginer les choses ici, que vous puissiez nous donner un petit peu votre point de vue et vos propositions. Voir si on peut les prendre en compte et comment on peut le mieux les prendre en compte. C'est une question en fait. Est-ce que si vous faites vous allez faire le jardin, vous pouvez nous laisser une petite part pour qu'on puisse jouer, c'est-à-dire faire du ballon, mais des petites passes. Faire du vélo et c'est tout. Et la corde à sauter, t'oublies ça ? Ouais, mais tu l'as dit, réfléchis un peu. Si on faisait une petite parcelle avec des fleurs, des légumes, des fruits, ça serait votre parcelle, vous vous en occuperiez, vous feriez des semis avec nous, vous planteriez avec nous. Quand on fait des ateliers cuisine, vous êtes avec nous. Mais vous avez la petite parcelle des enfants. Avec, on choisit ensemble ce qu'on met dessus. Est-ce que ça peut être intéressant pour vous ? Ce qu'on a dit, c'est un projet de règlement martyr, histoire d'arrêter de gamberger sans plus vraiment savoir comment se poser des règles du jeu. Où on dit, ce qui fait le fondement du jardin, c'est la participation des habitants, qu'on peut répartir en 3
groupes, les jardiniers attributaires, les jardiniers occasionnels et les passants qui passent. Les enfants peuvent faire partie des jardiniers attributaires s'ils font partie des familles. Les enfants peuvent être des jardiniers occasionnels s'ils donnent un coup de main à la vie du jardin, qui sont là, qui participent au truc. Et peuvent être des passants qui passent s'ils regardent juste par-delà la clôture. Qu'est-ce que ça veut dire être jardinier attributaire? Qu'est-ce que ça veut dire être jardinier occasionnel? On a parlé de la cotisation. Là, on a posé ceux qui font partie du jardin, mais les règles du jardin, allez, elles arrivent. Puis il y a un moment où le temps de la réflexion commence à être un peu long. Il y a un moment où du coup ça devient un peu flottant et on sent de la frustration. Est-ce qu'on nous mène en bateau? Est-ce qu'on nous fait des propositions mais où finalement on n'est pas tant maître que ça du bateau, quoi. On nous dit que oui, on a besoin de nos réflexions et on partira de nos propositions, mais au final, les dates proposées sont pas forcément respectées, elles sont repoussées. Le groupe commence un peu à s'échauffer là-dessus et à dire bon ben moi si c'est comme ça, en gros j'arrête, quoi. Enfin voilà, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Cette période-là, elle a été un peu déstabilisante parce qu'on comprenait pas très bien ce qui se passait en fait. On sentait qu'il se passait des trucs. Isabelle nous disait bon, je vais bientôt vous présenter celle qui prendra ma suite, donc l'animatrice, jardin, etc., etc. Et on a senti pendant quelques semaines qu'il y avait une difficulté à passer la main. Alors on savait pas si c'était parce que c'était prévu qu'il y ait un temps de transition ou si là du coup voilà, on sent. Enfin moi j'ai senti à un moment donné qu'il y avait comme un faux départ, quoi. Je m'appelle Pierre Deschamps, je suis directeur du CPIE du Pays d'Aix. Le CPIE s'est intéressé à la question des jardins quasiment à sa création, il y a bientôt une quinzaine d'années. Et le premier projet sur lequel on a été amené à s'impliquer a été un projet sur Aix-en-Provence, sur le Jas de Bouffan, où on a, avec la ville d'Aix-en-Provence, mis en œuvre des jardins familiaux. La solution qui a été choisie à l'époque, ça a été de constituer une association de jardiniers qui, à terme, devait autogérer le jardin. Il se trouve que dans cette association, certains membres ont décidé et tenté de prendre, j'ai envie de dire, le pouvoir sur l'ensemble du collectif, avec des dérives assez importantes dans le système d'attribution des parcelles qui n'était plus du tout équitable. Ce jardin-là a eu beaucoup de mal à fonctionner, à exister dans son début, et nous a demandé beaucoup de travail pour essayer de cadrer les choses et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de dérives. Donc c'était quand même pour nous une expérience assez douloureuse, et probablement ça a expliqué que pendant un certain temps, on a un peu mis de côté cette thématique jardin au sein du CPIE, ne serait-ce qu'aussi que parce que les partenaires ont été un peu échaudés par cette expérience. Et ce qu'on s'est dit, c'est que si on repartait sur la thématique des jardins, il fallait repartir sur le bon pied et se donner des moyens. La question, c'était de savoir est-ce qu'on embauche quelqu'un. C'était d'ailleurs une condition, soit on embauchait quelqu'un et on le faisait, soit on n'y allait pas parce qu'il fallait des moyens humains. Ce qui est toujours un risque pour une association, parce qu'au départ, on ne sait pas très bien si on arrivera à financer et à pérenniser ces moyens humains. Et la concrétisation assez rapide de ce projet, ça a été l'embauche de Claire Vapereau en tant qu'animatrice jardin. Vu de ma fenêtre, il y a certaines choses qu'on a, à mon avis, mal appréhendées. C'est par exemple la transition entre le projet de quartier d'art et le projet de jardin. Il y avait une légitimité à faire ce projet-là, et c'est comme ça aussi en même temps que la décision a été prise par la direction de Famille Provence de se lancer sur ce projet de jardin en Cagnane. C'est qu'il y avait un engouement, en tout cas des locataires, pour faire un jardin. Et qu'on avait déjà une quinzaine de jardiniers qui étaient motivés pour se lancer dans ce projet-là. Cette transition-là, dû au fait qu'avant, au final, on n'était pas dans de la véritable participation, mais plus dans de l'animation, qu'on a changé d'équipe, qu'il y avait donc des liens aussi en même temps qui s'étaient créés vraiment forts entre l'équipe de Maki et puis des locataires, et puis que cette transition s'est pas faite. On est passé aussi en même temps à un autre projet, une mise en retrait un peu des jardiniers pionniers, et puis en même temps avec des choix. Claire, nous on s'adresse à tous les locataires, et pas spécifiquement à ces locataires-là. On a un peu redémarré à zéro. Maintenant, moi, je pense que c'est la famille Provence d'agir directement avec leurs locataires. C'est-à-dire d'envoyer un papier en expliquant le projet, en expliquant ce qui va être fait,
que les dernières concertations sont justement sur la mise en place de parcelles individuelles, que les travaux commencent telle date, qu'il va y avoir ceci, cela, qu'il y a un budget mis en dispo. Tant que c'est une affiche dans l'entrée, les gens y passent et ils croient que c'est une association, le centre culturel, le machin, que c'est encore de la balade des gens heureux, quoi. Donc dans le timing, ça a contribué en tout cas à prendre un peu de retard par rapport à ce qu'on s'était fixé. C'était pour que d'abord ce soit un jardin qui appartienne aux locataires. Donc ils espéraient que vraiment il y a un mouvement naturel qui se fait avec des gens motivés et qu'on monte nous-mêmes le projet et que Famille Provence adhère plus ou moins, mais avec un projet mis en place par les locataires. Donc il espérait avoir plus entre guillemets de créateurs de jardins au milieu, de gens qui voulaient être dans la création du projet de A à Z. Mais seulement, c'est pas un quartier où ça suit comme ça. Pour Famille Provence, en tout cas, l'intérêt, c'était de travailler sur la participation des habitants. Comment est-ce qu'on arrive à capter les habitants pour qu'ils rentrent dans un projet participatif, les rendre acteurs de l'amélioration du cadre de vie. Et donc, comme c'est une démarche dans laquelle on est sur d'autres opérations aussi en même temps, on dit, si on peut capitaliser justement ce travail-là pour l'utiliser sur d'autres opérations, ça nous intéresse. Moi, j'y crois, j'en ai envie, je l'ai imaginé, je l'ai vu beau, je l'ai vu... Voilà, je pense qu'il peut y avoir un vrai lieu de vie, qu'il peut y avoir des vraies belles animations, que ça peut faire bouger les gens, quoi, et créer un petit truc. J'y crois vraiment. C'est vrai que les gens ne sont pas motivés parce que c'est vrai qu'ils ne voient pas comment ça va évoluer. S'ils attaquent les travaux, à partir de ce moment-là, je pense que les gens ils seront plus intéressés. Parce qu'ils vont voir vraiment que ça bouge et que ça va se créer. Tandis que pour le moment, il n'y a rien qui bouge. Donc ils se disent c'est toujours comme avant, quoi. Il est encore temps en tout cas de rattraper le temps perdu pour qu'on se fixe en tout cas une réalisation visible en septembre ou octobre prochain. Sur la participation des habitants, cette étape-là, elle nous a plus appris beaucoup de choses. Bon, on ne savait pas trop comment on allait prendre les habitants, comment on allait les faire entrer dans le projet. Pour moi, c'est plus la phase diagnostique là. On est dans une phase diagnostique qui est un peu trop durée. L'opérationnel doit prendre largement le dessus sur la phase qui vient là. Ça dépend, il y a des jours où c'était un peu constructif et il y a des jours où on a l'impression qu'on a vraiment tourné en rond, quoi. C'est vrai que là, dans les concertations auxquelles j'ai assisté, j'ai plus eu l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes ressources et qu'au final, au niveau de la décision, c'était pas forcément les habitants qui prenaient ces décisions-là. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde, parce qu'aussi en même temps... les problèmes de timing aussi, une réunion qui est courte, il faut qu'on avance. Il y a en tout cas, je pense, une appropriation forte des habitants au projet, des quelques habitants qui viennent, et ça je pense que c'est très bien. J'ai pas encore l'impression qu'il y a une réelle décision en tout cas de la part des habitants sur le projet. Moi je sais que ça m'a intéressé du début à la fin, dans le sens où j'arrivais à chaque fois avec des nouvelles idées, je témoignais. Et on me disait non, là c'est pas possible parce qu'il faut penser à ceci, il faut penser à cela. Donc j'ai appris énormément en fait. Sur l'irrigation, sur tout. En fait, devoir penser à plein de choses. Il fallait à chaque fois. J'ai rien appris dans ce qui est plantation et tout ça, ça c'est clair. Pour l'instant, j'en suis encore en case départ. Donc ça c'est pour la suite, mais dans le montage du projet, savoir qu'il faut penser à plein de choses pour créer ce projet-là. Et voir finalement que c'était complexe. Ça nous a montré la complexité du projet. Je suis confiant sur le fait que on va dans une phase qui va être pas plus facile, mais en tout cas plus visible. Donc avec aussi en même temps plus de personnes qui risquent de se reconnaître aussi en même temps dans le projet qui verra le jour. Le principal, c'est que ceux qui sont là s'investissent, voilà. Même si on n'est pas nombreux, c'est ça qui compte. Et chacun avec nos compétences. Toi, tu es plus compétente en culture, mais oui, mais bien sûr, mais en culture même, tu es plus compétente. Tu as plus de connaissances, il y a eu des jardins, il y a eu des choses. Et c'est là ça fait. C'est ça qui fait le truc. Moi, je ne suis pas compétente en ce moment au niveau jardin, niveau création, niveau machin. Oui, j'ai des idées, des trucs, voilà. Et on s'est tous complétés. Je pense que sur le premier jardin, il y a eu un malentendu au départ, c'est que moi on m'a demandé de faire de la maîtrise d'œuvre classique, il fallait un peu quelqu'un qui dessine et qui traduise ce que les futurs jardiniers voulaient. Et à côté de ça, il y avait des travailleurs sociaux qui étaient censés faire la synthèse de ces demandes et me donner des ingrédients. J'ai eu l'impression un peu d'être toute seule, c'est-à-dire que j'avais à côté 2 animatrices qui animaient des réunions, mais concrètement,
J'ai pas eu d'éléments de leur part. Elles avaient une pratique des jardins que j'avais pas et j'attendais un peu des éléments sur la terre, sur la largeur des chemins, sur des trucs très concrets en fait. Mais je les ai pas eus. J'avais bien envie qu'on me raconte des choses vraies, quoi. Enfin, tu vois, qu'on me dise, ben voilà, j'aurais pu entendre qu'il y avait des soucis d'accord, parce que j'imagine que créer un tel projet à 3 structures qui ont des enjeux complètement différents, et sur le terrain, et dans leur perspective, je comprends que ce soit compliqué, mais voilà, on peut le comprendre. Avant que Florence et tout ça partent, elles nous ont fait réfléchir à la charte. Et alors, se poser la question de l'eau. Est-ce que les jardiniers vont devoir participer financièrement ? Et dans cette élaboration, à certains moments, je ne savais pas si on nous posait des questions ou si on nous suggérait des réponses. Ce qui se disait, c'était que Famille et Provence avait envie de faire un joli espace, quelque chose qui soit esthétique, qui donne envie, qui fasse plaisir aux habitants à voir, voilà, qui donne à voir aussi. Eux avaient un investissement à faire et ils voulaient que ce soit réussi, quoi. Donc après, quand nous on faisait des propositions, alors par exemple l'espace collectif, nous on l'aurait bien vu plutôt sous, on a gardé un grand arbre, un grand platane, on l'aurait bien vu sous le grand platane. Mais le bailleur, signalant que le grand platane, il était quand même au pied des immeubles, très près, et que donc il voulait pas créer de soucis, de bruit, de nuisances sonores, etc., et qu'il valait mieux éloigner du coup l'espace collectif. Sauf que concrètement, c'est un enjeu de bailleur, c'est pas un enjeu de jardinier, parce que si ça avait été un enjeu de jardinier, l'espace collectif, au final, il occupe un espace qui est au soleil, qui est super bon pour la culture, tu vois. Il était prévu que j'assiste à 3 réunions, je crois, dans ma mission. Et du coup, les 3 réunions, mais j'ai assez vite senti que c'était pas suffisant. Je suis venu à plus de réunions, parce que je pensais qu'il fallait le faire. On a dû en faire 6 ou 7 avec les habitants. Il y a eu un échange quand même assez fructueux, mais la dynamique de concertation ou d'échange en tout cas, si tu la provoques pas, elle vient pas comme ça, quoi. Et la provoquer, ça veut dire passer plus de temps, ça veut dire tu expliques d'abord aux gens qu'est-ce que c'est que concevoir un projet, que par exemple ce qu'ils voient sur un plan, c'est pas ce qu'ils vont voir en réalité, c'est une aide à la décision et aux travaux, mais pas plus. Il y a eu un travail aussi de ma part d'essayer de proposer plusieurs solutions pour leur montrer des tas de scénarios différents et qu'ils essayent de se projeter. Ça encore, c'est difficile parce que des gens qui ne voient pas dans l'espace, ils ont du mal à se projeter dans des documents graphiques. Ça a été un peu compliqué à expliquer. En même temps, j'avais des gens plutôt à l'écoute et qui étaient assez réceptifs. Et moi, je trouve que tout ce travail d'échange et de choix final pour la solution du jardin, il s'est bien passé. Enfin, il a été concret, quoi. On commence quand même à débarrasser le jardin éphémère, ça on l'avait commencé il me semble dans l'été, pour que le chantier puisse avoir lieu, quoi. Et puis finalement ça a lieu, alors d'un coup ça démarre. Moi je me suis dit bah écoute ça y est, c'est lancé, c'est super, mais j'avais vachement envie d'y mettre la main, quoi. Pour moi ça me paraissait être la suite logique de tout ce qui s'était passé, tu vois. On avait mis la main à la réflexion, mis la main à dégager le terrain, mis la main à se prendre la tête sur comment ça allait fonctionner, ce qu'on voulait le faire. Et là, il allait exister, à être construit, j'avais envie d'y participer. Et puis finalement, au dernier moment, on nous dit que finalement, on va pas pouvoir intervenir sur le chantier pour des raisons d'assurance, etc., etc. Le chantier a été vécu, il me semble, là, après, faudra voir avec les autres, mais moi, ce que j'ai perçu, c'est que, du coup, on n'y a pas été. C'est-à-dire, les jardiniers n'ont pas été là pour l'accouchement. Moi, je te dis, j'ai un petit peu fait je le dis maintenant, je me suis pointée au chantier, parce que j'étais en vacances. C'était au moment où les tractopelles étaient partis. Donc un jour, j'ai vu qu'il y avait, tu sais, ils avaient mis des grilles, voilà. Il y a une grille poussée, un camion, je vois quelqu'un qui est en train de bricoler un truc. Du coup, j'y suis allée. Et en fait, c'était le menuisier, Tom. Et je lui ai dit, bah écoute, franchement, moi je suis en vacances, si t'as besoin d'un coup de main. Lui, du coup, il était seul sur le chantier. Donc je comprends que c'est un peu compliqué, qu'ils font avec finalement moins d'argent que ce qu'ils pensaient avoir. Donc Tom me dit, bah écoute, si vraiment t'as envie de faire un truc, t'as qu'à faire des bancs. Et je lui dis, bah écoute, pas de problème. Donc on convient, pour respecter quand même le cadre légal, que je me mets de l'autre côté, tu vois, du grillage, et il me file ce qu'il me faut, quoi, une scie, et me voilà en train de scier les restes de planches. Alors il m'explique un peu plus comment il faut faire, et puis après il me lâche. Du coup ça a été excellent, parce que moi j'ai jamais fait ça, ma foi. Mais au moins,
À la fin de la journée, il y a un banc. D'ailleurs, il y a Christiane qui est passée à ce moment-là, une autre jardinière. On s'est pris en photo devant le banc. J'ai dit ouais, on se prend en photo, parce que voilà, il y avait un vrai plaisir à se dire, ce banc, on s'en fout quoi, c'est un banc pourri, qui a aucune, mais c'est un banc qu'on a fait. Voilà, tant mieux. Même là, je m'attends. Et ouais, tu t'attends. Bon, vas-y, on commence ici. Bon, alors vous êtes qui, les gars? On est des jeunes du quartier. D'ici? Ouais. On fait un chantier de jeunes, secteur Ancagnane. Et on va finir de faire des cheminements. On pose des morceaux de bois et on rentre des clous avec une masse. Des bouts de fer. À côté, je crois qu'il y aura des plantes ou des légumes ou des fruits, je sais pas. Ce qu'ils veulent faire. Et le jardin, ils veulent faire. Si, ça va être un jardin en fait. Ça va faire un jardin. C'est les habitants qui doivent planter des légumes et tout. C'est eux qui vont s'en occuper plutôt. J'aime bien travailler en fait, j'aime bien me lever le matin et tout. Ouais. Et j'avais perdu l'habitude un peu. Et là, je recommence à reprendre l'habitude un peu à me relever tôt. Ça, au lieu de rien faire dans les quartiers, c'est mieux de travailler, non? J'ai arrêté, ça fait 3 ans déjà, j'ai que 16 ans. Ça te motive. Voilà. Là, je vais essayer de refaire un SAP, une nouvelle chance. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Thomas, à toi. Alors je m'appelle Thomas Cornet, donc je suis menuisier ébéniste de métier, je suis formé chez les Compagnons. J'ai donc monté une société il y a de ça 2 ans, donc c'est un atelier de menuiserie ébénisterie. Alors les habitants, on les a vus hier, donc là hier il y a eu un goûter où les habitants ont amené des gâteaux pour rencontrer les jeunes de la DAP, justement pour voir comment le chantier avançait. Ils ont envie de mettre la main à la pâte et bon, alors vu que là on est avec la DAP, on peut pas tout mélanger. La DAP, donc c'est un chantier un peu différent que du chantier participatif. Mais après, sur la deuxième phase pergola cabane, il y aura une mise en place du participatif où là les habitants ils pourront venir et mettre la main à la pâte. À condition que tous les papiers soient signés d'ici là. On est sur un chantier public. La différence est nette, c'est-à-dire qu'il y a des assurances qui demandent d'être très clair sur ce qui va se passer et pas ne se passer. Donc même sur un chantier déjà de base, sur des chantiers publics de base, c'est compliqué. Il y a tout un tas de papiers à signer. C'est vrai que non, c'est compliqué, hein. C'est pas des choses qui sont très faciles à mettre en place sur des chantiers de cette taille-là. Contrairement là où moi, dans les Alpes, c'est les gens qui viennent par eux-mêmes, ils s'inscrivent à l'association, il y a une assurance pour l'association et puis voilà, on s'est arrêté là, quoi. Que là, vu que c'est un chantier, c'est un instant très court et qu'à chaque chantier, il faut recommencer. Si on veut refaire du participatif sur notre chantier, il faudra reprendre tout à zéro et tout re-rédiger parce qu'on sera avec d'autres entreprises différentes, tout sera différent. Sur les détails sont différents, mais le fait qu'il faut à chaque fois re-rédiger les conventions, quoi. En fait, pour la dimension participative de la phase pergola cabane, pour l'instant, on n'est pas encore au point et on n'est pas encore vraiment sûr que ça se fera. Après, j'ai l'avantage avec mon association, moi, de pouvoir amener les gens sur le chantier. Donc, au pire des cas, on essaiera de se débrouiller comme ça. Ça nécessiterait aux habitants donc d'être inscrits à l'association pour pouvoir participer au chantier. Mais c'est quelque chose qui est sur la bordure juridique de la compétence de l'association. Et donc du coup, bon, c'est une... Oui, on a envie de le faire, donc on le fera. C'est tout. Pour moi, c'est un peu plus comme ça que ça va se passer. Sur la dimension participative du gros œuvre, béton, c'est quelque chose qu'on n'aurait sûrement jamais pu se faire parce que Eurovia est une plus grosse entreprise qui a aussi un système administratif beaucoup plus compliqué. Là où moi, en fait, je suis tout seul, j'ai une société, je suis tout seul dedans, il n'y a rien à voter. Et donc voilà, c'est pour ça que pour la dimension participative, même pour l'ADAP, ça fait y se passer en fait avec l'association. Au final, je suis juste avec eux, je suis juste sur le papier intervenant technique. Parce qu'il y a les animateurs. La juridiction c'est très lent en fait. En plus d'être compliqué, ça amène la lenteur. C'était ça pour moi aussi, faire ce chantier. C'était donner l'occasion aussi à tous les niveaux d'une rencontre. Voilà. Et du coup, quand au final le jardin a été livré avec le constat
que du coup il y avait un peu des décalages entre ce qui avait été dit et ce qui a été fait. On sait bien, hein, je veux dire qu'il y a toujours des décalages entre la concrétisation et le projet, mais bon, là d'un coup, par contre, je vais te le dire comme je le pense. Après, je sais pas si c'est ça qui s'est passé dans le raisonnement des institutions ou quoi, hein, mais moi j'ai eu l'impression que là, comme au final, en gros ils avaient fait leur part, ils avaient financé le gros chantier, ils avaient fait comme ils pouvaient pour financer les structures et tout ça, ils nous filaient le truc, et puis là par contre, alors là oui, il y avait besoin du collectif. C'est-à-dire qu'il fallait descendre la terre, il fallait finir les allées, mettre des trucs, du broyat dessus, etc., etc. Là par contre, oui, alors là ça revenait aux jardiniers. Autant j'aurais eu beaucoup de plaisir à le faire spontanément si on avait pu intervenir à d'autres niveaux, autant là j'ai eu un peu l'impression que, encore une fois, c'était... là oui, allez, faites-le. Après coup, on m'a dit que finalement le jardin ne correspondait pas réellement aux attentes des gens. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre, parce que tous ces choix-là, de largeur de chemin, de tracé, de forme, de surface de parcelle, tous ces choix-là, on les a fait ensemble pendant ces réunions. Il y a eu une coupure de presque 4-5 mois entre cette phase de conception où vous y étiez associé au truc et où on a fait les choses, quoi. Un chantier, c'est un lieu interdit au public, mais ça ne voulait pas dire que les acteurs ne pouvaient pas avoir au moins un de leurs représentants qui témoignent de ce qui se décidait, parce que pendant une phase de conception, on décide de trucs, puis au chantier, on décide aussi sur le vif, des fois, de certaines choses. Du coup, je pense que de leur côté, ils se sont sentis un peu frustrés, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment été associés à la phase de conception, puis tout d'un coup, plus rien, et puis on leur sert un truc qui est fini. Donc là, on a eu des réactions un peu virulentes et négatives. J'étais en première ligne, comme d'habitude, hein. Donc j'ai dû passer pas mal de temps à expliquer à ces femmes avec qui j'avais travaillé pourquoi on avait fait ces choix, pourquoi est-ce qu'à un moment, il n'y avait pas les tables. Mais vous vous souvenez, on avait dit qu'on n'avait pas de quoi se les payer, donc elles y sont pas. Et la cabane, vous aviez dit qu'il y avait une cabane, ça devait être fait en chantier écologique. Oui, effectivement, on devait le faire avec une association qui nous avait promis des trucs, puis qui s'est révisée, et qui finalement nous a demandé des sous pour le faire, et donc on n'a pas pu le faire. Quand on est dans le fil d'un projet, qu'on a connaissance de ces interactions et de ces changements, ça se comprend. Quand à un moment, il y a eu un blanc de 5 mois et qu'on se retrouve devant un truc auquel on ne s'attendait pas vraiment, parce qu'entre l'image qu'on se fait d'un dessin et le résultat, des gens qui ne sont pas du tout du métier, c'est le jour et la nuit, quoi. Le fait qu'il y ait eu un blanc, je pense que c'est une vraie erreur. Et ce que j'ai dit aux gens qui sont présents là, qui font ce travail de concertation, le CPIE, pour la deuxième phase des jardins, je leur ai dit, il faut que vous soyez là, vraiment. Je ne veux pas savoir si vous êtes payé ou pas, je m'en fous, moi. Moi, je vous dis que pour que le truc réussisse, il faut que vous soyez là et que vous expliquiez ce qui se passe. En tout cas, il faut que cette parole-là, elle ne soit pas que de mon fait à moi, architecte, parce qu'au final, on ne me croit pas. Il y a trop de conflits d'intérêts avec le maître d'ouvrage, puisque c'est lui qui me donne ce travail. Donc il faut qu'à un moment, il y ait des gens qui soient un peu indépendants ou qui témoignent d'autres choses. Dès le départ, il était convenu, et c'était la raison pour laquelle le PADES est venu rencontrer le CPIE sur ce projet-là, il était convenu qu'à terme, il fallait un acteur local qui soit ancré dans le territoire, qui puisse s'associer au projet. Les choses se sont dégradées pour des raisons matérielles, pratiques, donc de distance, etc. Et puis aussi pour des raisons, alors de mon point de vue, de positionnement peut-être, je dis le mot idéologique de la part du PADES, qui a une vision assez bien précise et arrêtée de la question des JFDS. Il faut bien aussi considérer que c'est la première fois que le bailleur Famille et Provence se lance dans cette aventure et que c'est très difficile, du premier coup, de faire accepter un modèle sans vouloir en bouger, quoi. Alors, moi, je pense qu'il y a eu peut-être un manque de souplesse et de capacité d'adaptation du PADES qui a bien mis en évidence les dérives que pouvait avoir le bailleur. Je me souviens qu'à un moment donné, le PADES considérait, à juste titre ou pas, que le bailleur utilisait cette opération comme un outil de communication. C'est peut-être probablement vrai, mais il n'y avait pas que ça. De ce que j'en comprends et de ce que j'en retiens, il y a par exemple, c'est pas le seul élément, mais c'est un des éléments qui peut expliquer.
Il y a la notion d'autoproduction qui est très importante dans le modèle JFDS. Il est évident qu'aujourd'hui, le jardin en Cagnane ne permet pas de répondre à cette exigence-là, ne serait-ce que par la taille des parcelles qui sont trop petites pour permettre à une famille d'être en autosuffisance à travers la production qu'elle réaliserait sur ces parcelles. À première vue, hier, il y avait ce monticule était pareillement à côté. Il aura quand même fallu hier et aujourd'hui pour en arriver là. C'est-à-dire d'un monticule de terre, il a fallu le déplacer, aplanir, enlever toutes les impuretés de la terre pour obtenir le même résultat qu'à côté, quoi. C'est-à-dire un terrain propre, prêt à cultiver. Aujourd'hui, on commence celui-ci, mais il ne sera jamais fini aujourd'hui. À ce moment-là, quand on prend possession des lieux avec les autres jardiniers, on attend longtemps qu'on nous livre une bonne terre pour pouvoir l'amender avec la mauvaise terre, enfin la terre un peu plus pauvre qu'on avait au départ. Donc du coup ça c'est pareil, tu vois, ça amène vachement de frustration parce qu'on attend que quelqu'un nous donne quelque chose. En termes d'autonomie, c'est hyper compliqué, quoi. Ça veut dire que ça met dans une frustration, on dirait qu'on ne veut pas nous la donner. Du coup, il y a des sentiments de frustration, du coup, des blablas, enfin des rumeurs pas très positives qui courent parmi les jardiniers, donc les habitants. Ben non, il faut qu'on demande un machin, ben non, on nous a pas livré le truc. Oui, mais est-ce qu'on peut, nous, aller chercher... Oui, mais non, mais ils doivent nous le livrer, donc attendez encore un peu. Compliqué. Est-ce qu'on peut prendre des initiatives ou pas? Est-ce que si je prends une initiative, par exemple, parce que je connais, je sais pas qui va pouvoir nous amener une benne de terre, est-ce que si je lui dis de venir, est-ce que moi, je suis légitime à le faire? Ou il va falloir d'abord que je passe par Claire, qui va passer par, je sais pas qui, CPIE ou par Famille et Provence pour demander l'autorisation d'eux? Après, il y a une problématique sur le jardin qui est un peu spéciale, c'est que le maître d'ouvrage du jardin, c'est un bailleur social. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de gérer des logements et des problèmes dans des logements. Et donc, on est sur une démarche courageuse de leur part, et je dirais assez généreuse, parce qu'ils se frottent à un truc qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et donc ils ont beaucoup de peurs qui projettent aussi là-dessus, qui sont légitimes parce que c'est une expérience de gestion qui est difficile au quotidien. Hein. Vite, les locataires sont, moi je trouve personnellement, un peu trop assistés. Ils ont l'habitude que le bailleur leur fasse tout et ça c'est pas normal, quoi. C'est un truc qu'il faut aussi changer en termes de compréhension de cet espace. Mais en même temps, voilà, ça a une vraie influence sur ce jardin-là. Et on hérite un peu, alors c'est pas le cas de Famille Provence, parce que franchement, encore une fois, je trouve qu'ils sont courageux de faire ça, ils sont un peu pionniers, mais il y a beaucoup de bailleurs sociaux qui gèrent ces espaces comme des militaires, quoi, il faut le dire. Et dans lequel, dès qu'il y a une petite initiative, elle est contrainte, quoi. Et le jardin, par essence, c'est un espace d'initiative et de liberté. C'est un peu schizophrène, en fait, aussi, ce truc-là. On est dans des quartiers où depuis des années, des tas de gens promettent des tas de choses et rien ne se fait. Donc les gens ils croient plus en rien, ils ont raison. Et là tout d'un coup on fait un truc. Et c'est pour ça que c'était important aussi que ce qu'on a fait ça se voit. Donc c'est pas de l'esthétisme, c'est montrer qu'à un moment le maître d'ouvrage a pris une décision courageuse et qu'on l'a fait, on est allé au bout du truc. Du coup, voilà, on sent là qu'arrive le temps des illusions, des frustrations. Si tu veux, tout ce qui permettait d'accéder à l'appropriation de l'espace était compliqué et chaque fois il fallait qu'on repasse par Claire. Enfin par Claire, il s'avère que c'est Claire, mais par l'animatrice jardin, on va dire. On rongeait notre frein, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, ces placards, donc ils ont été livrés sans étagère. Donc on entassait, tu sais, mais du coup tu entasses par terre, quoi. Donc tout était en bordel. Et bon, une fois, deux fois, on peut aménager, oui, non, mais on attend. Une fois, on s'est dit avec Christian, on s'est dit, bon, mais écoute, on a fait des bancs, on peut faire des étagères. Et on s'est mis les deux, on a scié les machins, il y a un copain qui est passé, il nous a filé un coup de main parce qu'il était atterré de voir comment on faisait. Mais bref, et on a aménagé un placard où du coup on a pu poser une cafetière, investir les lieux, commencer un peu à créer du confort pour nous, quoi. Dans ce genre de projet, une des chances, c'est justement que les acteurs futurs, les utilisateurs soient présents. C'est pour ça que je fais un peu des jardins comme ça, des projets dits participatifs, c'est que j'aime bien avoir des gens en face.
c'est difficile parce qu'ils sont exigeants, parce qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'on leur dit, parce qu'il faut expliquer. Mais en même temps, on a les vrais utilisateurs de l'espace qu'on va dessiner ou du lieu. Ça donne du sens à ce qu'on fait, ça rajoute de la difficulté, mais j'ai pas l'impression de servir à rien, quoi. Il y a eu un travail d'éclairage sur ce qui se passe et sur la coordination actuelle entre les uns et les autres. Qui sont les porteurs, maîtrise d'ouvrage d'un côté, maîtrise d'ouvrage social, on va dire, de l'autre, avec justement l'articulation entre les différents acteurs. Ça a été un éclairage parce qu'il semblerait que les uns et les autres aient un certain manque de lisibilité. C'est un comité de pilotage qui, de mon point de vue, n'en est pas un. Aujourd'hui, on ne peut pas appeler ça un comité de pilotage. C'est un comité de suivi par les personnes qui sont impliquées. Donc il y a quand même, c'est pas un comité de pilotage aussi dans le sens où je pense qu'il n'y a pas encore de coopération dans les orientations. Il y a plutôt de l'écoute d'un processus par les partenaires qui sont impliqués que de la co-construction justement et une réflexion sur une suite à donner, une pérennité. Tu vois, quand la déléguée du préfet parle d'un pôle ressources, je veux dire peut-être qu'un jour à terme, Inch'Allah, mais aujourd'hui on est dans l'écoute d'un projet qui est porté par Famille Provence, très très clairement. Le ton n'est pas donné par le territoire. Aujourd'hui, le territoire écoute et éventuellement pourra peut-être à un moment donné prendre une position peut-être un petit peu plus porteuse, tout simplement, quoi. Enfin, Xavier il l'a abordé comme ça, il faut gagner en lisibilité pour rassurer et donc mieux les mettre en situation de partenaire et potentiellement de portage quelque part un jour. C'est reposer la question, avoir la possibilité de reposer cette question du portage. Dans le premier jardin, on avait une grande façade sur la rue. Et donc, il y avait une vitrine à créer, suffisamment construite pour que les acteurs qui vont financer ça, qui se faisaient tirer l'oreille pour sortir des sous, se disent « Tiens, ils ont fait quelque chose de bien ». Donc ça aussi, les jardiniers, ils s'en foutent. Ils disent « Ouais, l'architecte s'est fait plaisir, il a fait de l'esthétisme ». On a fait des choix entre offrir un espace qui soit un squelette pour les jardiniers, c'est-à-dire quelque chose où ils peuvent s'investir, délimiter la forme de leurs parcelles, planter un peu ce qu'ils veulent. Et on a essayé de créer cet espace de liberté sur les parcelles et en même temps d'avoir quelque chose qui, pour les gens de l'extérieur, soit quelque chose de construit. Et ça amène finalement les financements sur la suite. Donc ces deux visions que je me suis attaché à remplir du mieux possible, mais ces deux visions, c'est deux publics différents qui ne voient que sa vision à lui. C'est toute la difficulté. Donc ça mérite d'être expliqué, c'est pour ça que c'est bien de faire ce genre d'entretien, parce que ça, peut-être que personne n'en a conscience en fait. Mais tout ça, en fait, on l'a décidé dans la deuxième phase de conception. Et il n'y avait plus personne. Nous, il fallait qu'on la boucle en 1 mois et demi, il n'y avait pas de réunion prévue. Donc c'est vrai que c'est vachement important de savoir tout ça, pourquoi on a fait ces choix. Et personne ne le sait. Et puis, arrive à ce moment-là une deuxième réalité, c'est que à ce moment-là, on est tous ceux qui sont là depuis le début, pratiquement depuis l'amorce des échanges. À ce moment-là, quand le jardin est livré, arrive une autre réalité. Le jardin, il y a 21 parcelles. Elles sont amenées à être occupées par des gens qui n'ont pas été là jusque-là, qui ont dit que ça les intéressait, mais qui ne sont pas forcément venus aux réunions de concertation, qui n'ont pas forcément participé à l'étalage de la terre. Et pour autant, ce sont des personnes qui sont légitimes puisque le jardin est créé pour ça. Et là, commence à y avoir aussi des tensions. Jalousie, observation de « Ah ouais, mais du coup, c'est tranquille, ils n'ont pas mis la main à la pâte, et puis voilà, ils arrivent, tout est prêt. » Il y a quelque chose qui n'est pas du tout positif, quoi. On a perdu ce côté un peu magique, solidaire, collectif, envie de tous ensemble, etc., etc. Là, ça devient un peu... Je sens qu'il y a une espèce de recroquevillage, ou quoi, je sais pas comment dire, tu vois, on se recroqueville un peu, avec un point de vue un peu méfiant sur ce qui arrive, quoi. Et là, elle n'a pas compté. Voilà les parcelles aujourd'hui à celle-là n'est pas comptée. Coucou. Okay. Donc nous en avons 16 à partager. 16, il en reste 4 là.
C'est pire que les enfants, les adultes. Est-ce que je peux finir ma phrase, s'il vous plaît? Donc 16 parcelles, il y en a 4 autres que quand elle sera terminée, amendée, compostée et mise à plat, on la mettra pour les prochains qui viennent. C'est où vous choisissez. Oui, on choisit. Ou on tire au sort. On peut peut-être attendre Sylvie. Mais on a fait une proposition. Alors, puisqu'on est moins de jardiniers que de parcelles, du coup on peut prendre le risque de choisir chacun sa parcelle. Et si on est 2 ou 3 à choisir la même, on la tire au sort. J'en étais là moi aussi. Attends. On nous livre un jardin sans accès à l'eau. Bon, au départ, c'était fin d'hiver, c'est pas très très problématique, on a accès à l'eau que le mercredi quand Claire est là. Mais encore une fois, dépendance. Là, ça commence à être chaud, il y a beaucoup de tensions, de personnes qui commencent un peu à se regrouper par thème de râlage. Et j'avoue que, en descendant au jardin tous les mercredis, je commençais à trouver que c'était tellement tendu, qu'il y avait tellement de choses très désagréables qui se disaient autour de ces frustrations. À un moment donné, j'avais l'impression qu'on allait s'entretuer, quoi. À ce moment-là, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Enfin, comment on peut sortir de cette ornière? Il faut qu'on ait de l'eau, il faut qu'on débloque ce truc. Pagnol, il a raconté extrêmement bien ce que ça peut être, mais c'était ça. C'est-à-dire, tu nous prives de l'eau, tu nous prives de vie. Ça n'a pas été une période très évidente pour nous parce que, tel qu'on imaginait les choses au début et telles qu'elles étaient prévues avec le PADES, il devait y avoir un accompagnement progressif dans cette montée en charge pour qu'il y ait un transfert de compétences du PADES vers le CPIE, parce qu'il faut bien reconnaître que le CPIE, le jardin n'est pas son cœur de métier. Donc il était prévu que le PADES nous transfère un certain nombre de compétences et nous accompagne sur une durée beaucoup plus longue. Donc cet accompagnement n'a pas pu avoir lieu et assez rapidement, nous, on s'est retrouvés un petit peu seuls face à un tas de questions et de difficultés dont on n'avait pas les réponses et on n'avait pas la référence que pourrait avoir le PADES à travers ses expériences sur d'autres territoires. Au début, je suis arrivée, il y avait plein de monde et tout, j'ai analysé. Et puis au fur et à mesure, après il y a eu le clash où j'ai plus personne du PADES. Là où je me suis retrouvée avec des vraies questions et besoin d'aide, où là j'en ai pas eu, quoi. Comment les autres jardins qui ont eu le même problème ont géré ça? C'est là où j'ai besoin de conseils. Du coup, on a un peu appris en marchant et probablement on fait des erreurs, on en a fait, on en fera encore. Je pense que l'eau a été l'élément qui a figé plein d'autres frustrations. Et on sentait que du coup, la question de l'eau qui ne venait pas, c'était tout ça qui se concentrait dans cette question-là. Personnellement, moi, ce que ça m'a renvoyé, c'est j'aimais pas du tout ce qui se passait en termes de relationnel entre nous jardiniers, et ça commençait vraiment à m'inquiéter. Et puis, d'autre part, de nouveau ce sentiment fort que, encore une fois, il y avait un problème du côté des décideurs d'être calés sur leur posture. C'est-à-dire, comment on pouvait nous dire, on fait ça avec vous, vous êtes les initiateurs, vous êtes ceux par qui on peut créer le projet, vous êtes les porteurs du truc, nanana. Et en même temps, ne pas nous donner les moyens d'aller jusqu'au bout du truc. On nous avait privés de la construction, et là, l'accès à l'autonomie par rapport à l'eau, c'était comme si, en gros, on nous considérait vraiment comme des enfants, c'est-à-dire des êtres totalement irresponsables qui allaient a priori laisser l'eau ouverte tout le temps. Donc, du coup, je me suis dit, bon, moi, je veux pas rentrer dans tout ça. J'avais envie que ça reste un chouette projet et de continuer à positiver sur le truc. Donc, du coup, j'ai essayé de réfléchir à un système qui pourrait rassurer le bailleur, c'est-à-dire dire, ok, je comprends, vous n'avez pas envie de risquer de devoir payer une facture incroyable d'eau parce que, voilà. Et en même temps, donner de l'autonomie au jardin, aux jardiniers, de pouvoir se dire, si j'ai envie de descendre jardiner à telle heure, je peux. Avec ma vision de pratiquement 1 an et demi, je me dis que peut-être ça sert à rien de faire le forcing. Je trouve que l'entente, elle est quand même relativement cordiale.
justement de me voir moi, discuter avec Asma, discuter avec d'autres personnes, pour schématiser, hein, pour caricaturer, pour bien comprendre. Quand je suis avec une Européenne et que je parle avec une Maghrébine, du coup ça se mélange parce que moi je parle avec tout le monde, quoi. Je veux dire, fait pas de différence. Donc à partir du moment où tu fais pas de différence, les gens ne font pas de différence. De là à dire que les gens ils vont décider en commun, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que les gens ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas le même emploi du temps, et puis ils n'ont pas la même volonté. Par exemple, sur le collectif, j'étais en train de me demander si, pour satisfaire les JFDS, on n'allait pas, faire une obligation que chaque personne s'investisse l'équivalent d'une après-midi par trimestre pour le collectif. Et tu vois, moi je suis là, monsieur un tel, il est venu, hop, je le coche. Après, il faut pas que ce soit trop, il faut pas que ce soit pas assez. Mais c'est sûr que des personnes qui viennent, qui réparent le goutte à goutte, qui désherbent, qui plantent et qui arrosent, et certaines qui ne font rien, alors les gens ils font mais ils se plaignent de faire. Et quelque part ça met de l'animosité, ça met de la mauvaise ambiance. Ça tu vois par exemple je sais pas comment le gérer. Parce que j'ai pas envie d'être l'animatrice qui oblige. En fait aujourd'hui je suis un gendarme plus qu'une animatrice. Je viens, on me saute dessus. Ouais, il y a ça, il faut acheter ci, il faut acheter là. Bon, le tuyau. Voilà, je suis le bureau des pleurs, quoi. Ça fait des mois que je fais plus de réelle animation. Je fais du conseil individuel, je réponds aux questions, je fais des achats et je gère l'urgence. Et c'est dommage, quoi. À partir du moment où il y a attribution des parcelles individuelles, je crois qu'on a perdu complètement le collectif. C'est-à-dire que jusqu'à l'attribution des parcelles, on était dans l'obligation, quand tu situes effectivement les rencontres hebdomadaires, le projet c'était que une fois par semaine, il y avait un temps de rassemblement dans le jardin, autour du jardin, sur la question du jardin. Et c'était ça qui était la vie du jardin. Et c'était un jardin qui était à tous, et tous les espaces appartenaient à tous et étaient à personne. Donc on était vraiment dans le collectif, c'est-à-dire que tout nous incombait. Si on voulait que la porte s'ouvre, c'était la question de moi, de l'autre, de tout le monde, quoi. À partir du moment où il y a eu l'attribution, chacun, je suis persuadée que c'est inconscient, hein, a vu midi à sa porte. Du coup, dans cette attribution, des gens qui venaient du collectif se sont retrouvés dans l'individuel. Nous, on a eu même un moment, je me rappelle, on s'est fait la réflexion avec Christiane, un moment où on s'est regardé. Ça faisait tu vois, genre 2-3 fois qu'on venait sur les parcelles et à se dire, mais je sais même pas quoi en faire de ma parcelle. Presque dépassé par le truc de se dire, mais attends, putain, maintenant je suis seule là-dessus, je vais en faire quoi, je vais commencer comment, et presque à même pas avoir envie de l'investir, de la travailler, parce que presque ça perdait son sens. Je pense que c'est quelque part quelque chose qui a été comme ça, un peu comme une nouvelle donne, une nouvelle distribution du jeu, et on n'y était pas prêt, on n'y a pas été préparé, on n'y avait pas réfléchi avant, à ce moment de transition entre on est là tous pour réfléchir au projet de tous, et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a nos trucs à nous. On a commencé les uns les autres à s'arc-bouter, et d'ailleurs la question de l'eau est venue en même temps, en fait. Tu vois, c'est tout ça, c'est... Putain, maintenant j'ai pensé à ma gueule, quoi, si j'ai rien pour arroser ma parcelle. Et du coup, c'était plus le collectif là qui s'exprimait, hein, à travers le collectif, mais par nécessité individuelle. L'équilibre en tout cas du jardin est vraiment lié à un projet collectif. Les jardiniers ont une parcelle qui leur est affectée, mais en même temps ils doivent participer à ce projet collectif, donc savoir un peu comment ce lien va pouvoir se faire entre animateurs et collectif. De notre regard, nous on a le sentiment que ce collectif, il n'existe pas dans leur esprit et c'est pas une préoccupation de leur part. Donc on réfléchit souvent, on se pose souvent la question comment on peut faire naître cette notion de collectif. Ils sont venus de manière individuelle et un des enjeux pour nous c'est de faire naître cette dimension collective, de lui donner corps. Il y a déjà aujourd'hui quand même des éléments d'entraide,
mais on ne peut pas parler encore de collectif. On est plutôt là, les gens commencent à se parler, à se côtoyer, à s'accepter avec leurs différences dans leur pratique du jardinage, dans leur vision du quartier, dans leur vision de ce projet-là. Le collectif, c'est nous qui portons par les initiatives que prend Claire en organisant des temps de repas, d'échanges, de discussions, de travail, mais que spontanément, eux-mêmes ne sont pas encore capables de se constituer et de faire vivre ce collectif tout seul. C'est normal, ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose d'inné de vivre en collectivité. Et ça s'apprend, ça se construit, et c'est un des rôles, nous en tout cas, qu'on se fixe. Et qui était d'ailleurs là, bien, je pense, en phase avec les objectifs du modèle GFDS, c'est de donner la dimension collective au jardin. Moi, je veux travailler dans ça. En fait, on aime bien creuser, décreuser et tout. C'est pour ça qu'on est venu aider. Lui, il habite en haut. Tout en haut. Et moi, j'habite de l'autre côté. On s'est retrouvés, nous aussi, assez rapidement en première ligne aux côtés du bailleur pour essayer d'aller chercher les partenaires, les acteurs potentiels du territoire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en montée en charge forte par rapport à la question du partenariat, de la mobilisation des acteurs du territoire, acteurs financiers, et puis aussi des acteurs sociaux du secteur, notamment du quartier. Ça, c'est aussi un beau travail qu'a fait Claire, un travail de mobilisation du centre social, de la DAP 13. On essaie petit à petit d'amener autour de ce jardin pour leur dire que c'est aussi un équipement qui est au service du quartier. Et là, on retrouve bien la dimension sociale du jardin. C'est pas qu'un outil de production ou d'intégration de la biodiversité, c'est pas qu'un outil d'amélioration du cadre de vie, mais c'est aussi un outil pour créer des liens, des synergies et une ouverture entre les gens au sein du quartier. Alors, je suis Dominique Gérard, je suis la directrice du centre social et culturel La Provence, donc sur Angagnane. Alors, l'histoire de ce jardin ne peut pas se dissocier d'un projet que l'on a mené en partenariat avec Famille et Provence. Ce projet, pour nous, c'était de travailler sur une ouverture sur la ville, de créer soit un parcours culturel, d'essayer de rapprocher le sud du quartier qui se paupérise au centre-ville qui, lui, s'améliore avec les allées provençales depuis plusieurs années. Donc on a eu l'idée de travailler sur la mémoire de quartier d'abord. Et comme la mémoire, c'est pas que ce qui s'est passé, c'est pas que hier, on a pu raconter hier avec tous les habitants qui ont bien voulu jouer ce jeu-là. Puis après, l'idée, c'était de continuer et de faire d'autres propositions. Donc on a travaillé à la rénovation de lieux. Et donc on a ouvert des ateliers avec des artistes, que les habitants ont été invités, qu'il y a eu du porte-à-porte pour les solliciter, parce que c'est pas facile de faire descendre les gens en pied d'immeuble. Il y a eu des actions de rénovation. Il y a une fontaine qui a été rénovée avec une artiste mosaïste. Il y a eu la création de jardins, parce que l'idée était aussi de voir en pied d'immeuble comment les gens pouvaient se mobiliser si nous, on allait les chercher. Et qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter tout en leur donnant de l'information. L'idée, bien sûr, du bailleur, à plus long terme, c'était peut-être de faire un jardin, mais moi, je ne le savais pas, ni eux vraiment, à ce moment-là. Donc, on décide de faire un jardin éphémère, on va dire. Et on a travaillé à faire de la plantation. C'était surtout être à l'écoute des habitants qui venaient, tout en leur expliquant ce que ça pouvait apporter de travailler sur l'environnement, d'être dans l'éco-citoyenneté aussi, et comment on pouvait aussi même se nourrir si on arrivait à planter, même sur son balcon. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on travaillait donc sur une année, sur cet espace. L'idée étant pour le bailleur de voir comment réagissaient les habitants si on leur proposait de créer un jardin partagé. Et comment ils allaient s'investir sur ce jardin, à savoir que c'était une zone qui était un peu laissée pour compte, on va dire. À quoi peut servir un terrain qui n'est pas vraiment utilisé et comment les habitants peuvent se saisir de cette opportunité puisqu'ils n'ont pas de jardin, puisqu'ils vivent en bâtiment. Famille et Provence a continué sur cette action puisque quand même eux, je pense que c'était leur objectif, ils voulaient voir un peu comment ça fonctionne. La mayonnaise a pris d'entrée, donc ils ont été un peu plus loin. Après, moi, je me suis détachée de ce projet parce que je considérais, ainsi que mon conseil d'administration bien évidemment, que ce n'était pas vraiment dans ma mission, parce que j'avais aussi
peur, c'est qu'on ne soit pas financé pour avoir un technicien qui s'occupe de ça. Et c'est pour ça que je me suis retirée à un moment donné des jardins partagés. Et à partir de là, il y a eu une autre initiative individuelle de la part d'un jardinier de permettre aux enfants qui étaient présents sur le potager depuis le début, ils ont toujours été là, ils nous ont toujours donné des coups de main pour descendre la terre, ils ont été là quand on a amendé nos parcelles, ils ont été là quand on a planté nos trucs, et chacun avait la liberté, si tu veux, d'associer ou pas les enfants à ce qu'ils faisaient. Tu vois, donc il y en avait qui étaient à l'aise, il y en avait qui n'étaient pas à l'aise, donc voilà. J'ai vu petit à petit apparaître sur une parcelle collective des aménagements et des enfants sur ces aménagements. Je comprends, mais c'est Elisabeth qui me dit un jour, j'ai eu l'autorisation de mettre en place sur cette parcelle des parcelles individuelles pour les enfants. Donc Elisabeth prend en charge ce projet, sauf que au fur et à mesure, on se rend bien compte que c'est un projet compliqué parce que du coup, sur une parcelle collective, on recrée encore de l'individuel. Surtout que les enfants sont les enfants, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont excités une demi-heure sur le coup, après ils s'en foutent quoi. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est des gosses. Là commence à se passer une espèce de grosse excitation autour de ce truc-là, mais du coup c'est pas porté par le collectif. Donc au final, la jardinière qui a pris l'initiative se retrouve seule à gérer ça. Et du coup c'est compliqué de gérer seul un truc pareil. Et du coup, au fil du temps, y a des dégradations relationnelles. Du coup, un jour, il y a un clash entre adultes et enfants. On t'apprend à gérer ce genre de choses. Quand toi, tu y vas avec tes propres moyens et qui sont pas forcément énormes, forcément, il y a un moment où ça clash, quoi. Enfin, tu vois, ça se passe pas très bien. Étant donné qu'on avait fait du porte-à-porte, étant donné qu'il y avait eu plein de sollicitations, que certains habitants étaient descendus, qui laissaient leurs enfants descendre en pied d'immeuble, je pense ça aurait été bien que l'on rebondisse là-dessus, si on avait pu le faire, évidemment, pour essayer de comprendre les besoins réels des habitants, pourquoi ils laissent leurs enfants descendre en bas, être pris en charge par d'autres gens qu'ils connaissent même pas. Donc si il fallait les accompagner là-dessus, nous, on aurait pu le faire, on aurait pu écouter pourquoi ils laissent leurs enfants en bas, qu'est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi eux ils descendent pas vraiment, parce que les enfants qui sont en bas et qui posent des fois problème pour ces jardins, les parents ne viennent pas dans ce lieu-là. Donc ça c'est une vraie problématique quand même. Donc quels sont ces parents, même s'ils ont des difficultés, pourquoi on ne pourrait pas en discuter, être à l'écoute, les accompagner, et puis pourquoi pas créer des projets par rapport à ces jeunes ou ces enfants qui pose problème, et depuis le début. Et cette réponse, on n'a pas pu aller plus loin. Même là, quand on a dit on voudrait aller les aider, mais il nous faut avoir au moins 2 animateurs que l'on va former sur l'environnement, mais aussi qui est en capacité de faire autre chose avec ces enfants-là. Ça nous permettrait de rentrer en contact avec les parents, d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre aussi pourquoi ces enfants ne vont pas dans des structures, parce qu'on dit tout le temps c'est cher, c'est cher. Mais il y a des endroits où c'est presque donné, quoi, les actions. Bon, ça c'est pas fait. Voilà. Mais d'entrée, on a senti qu'il y aurait un problème à plus ou moins long terme dans la gestion du lieu. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que la ville qu'on avait sollicitée, l'objectif c'était savoir comment donner toutes les problématiques qui sont cristallisées autour du jardin, qui quelque part rentrent dans le droit commun. Donc comment est-ce que la politique de la ville peut s'en saisir après pour utiliser cet outil-là, régler en tout cas des problématiques qui sont de ses compétences. Et c'est en tout cas une des bases pour que le projet puisse s'ancrer vraiment dans le territoire, enlever la perfusion, quoi. Et la perfusion, c'est quelque part le bailleur qui la met jusqu'à un certain point. Et l'idée, c'est de ne pas enlever trop tôt la perfusion, que justement la ville se saisisse vraiment du projet et qu'après, donc, le bailleur continue à être partenaire de la ville sur ces problématiques-là, mais que ça se fasse sous l'égide de la ville, quoi, de la politique de la ville. Aujourd'hui, on n'est pas encore en capacité de dire clairement comment et quels sont les éléments qu'on va pouvoir
réapproprier dans le nouveau projet. On a une idée, on a un certain nombre de choses, mais c'est pas clairement formalisé aujourd'hui. Mais c'est là aussi où quelque part le projet est intéressant parce que ça le rend vivant et ça permet aussi de l'adapter je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans un modèle tout bien ficelé qu'on vient à tout prix faire rentrer au forceps dans un cadre et qui n'est pas prévu finalement forcément très bien pour ça. Il faut être souple, savoir arrondir les angles là où il faut, composer avec les contraintes des uns et des autres. Quelque part, moi je trouve que c'est ça qui fait la richesse du projet. On est sur de la matière vivante, au sens naturaliste du terme, hein. C'est des plantes, des végétaux, et puis aussi de la matière vivante parce que ce sont des humains. On ne peut pas calquer forcément d'un jardin à l'autre la même expérience, on ne peut que s'inspirer et tenir compte de l'expérience, et puis après chaque cas est particulier. Ce jardin, il est multiforme. Il faut qu'on en tienne compte. Il est multiforme, il est multiculturel, multigénérationnel et multimotivationnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes raisons de venir à ce jardin. La réalité, c'est que on n'a pas tous une même pensée. Mais pour ça, il faut recréer, je pense, du dialogue, déjà. Ok, on a une année de fonctionnement, on fait un point bilan. D'humain à humain et pas de bénéficiaire à porteur de projet, quoi. On est tous dans un bateau, quoi. Chacun, a un poste différent, mais le bateau, pour avancer, il a besoin de tous ces postes-là effectifs. Moi, je me suis dit, cette année, c'est une année de découverte. C'est une année où on s'est tous essayé à des choses. Il y a eu des réussites et il y a eu des échecs. Mais ce serait bien qu'un jour on arrive à poser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi, le voir en face, garder l'objectif, on est là pour jardiner ensemble. Même si on sait que le jardinage est un prétexte rassembleur. Notre objectif opérationnel, c'est jardiner, mais notre objectif général, c'est vivre ensemble. Mais parce qu'on va se concentrer sur le jardinage, alors on va pouvoir vivre ensemble. Depuis septembre 2016, 2 autres jardins ont vu le jour à Ancagnane, bénéficiant des enseignements de l'aventure Loup Grillé. Au premier jardin, chacun trouve peu à peu sa place dans le jardinage et l'usage quotidien des lieux. Le collectif se réinvente dans l'échange et l'entraide. La conversation entre les plantes et les hommes s'installe. Et ainsi, à Ancagnane pousse un jardin. Un jardin à Ancagnane est un documentaire de Julie Demeher, réalisé dans le cadre du volet de recherche-action, les jardins familiaux de développement social, support d'une dynamique participative et environnementale dans un quartier social. Réalisation Jean-Baptiste Imbert. Merci aux habitants d'Ancagnane, et plus particulièrement à Valérie, Elisabeth et Christiane, à Florence et Isabelle du PADES, à Claire, Pierre et Jonathan du CPIE, à Famille Provence et plus particulièrement à Xavier, à Dominique du Centre Social, à Thomas le menuisier, à Jérôme l'architecte et aux enfants d'Ancagnane qui inventeront demain. Et un hommage particulier à Alain Courasier qui a cru à la capacité de chacun. Une production de coopérative en partenariat avec Radio Grenouille, avec le soutien de Famille et Provence, du Fonds d'innovation sociale, de la région PACA et de l'État, de la communauté du Pays d'Aix, du département des Bouches-du-Rhône et de la ville d'Aix avec la participation de la Fondation de France. Le volet social du projet porté par le CPIE du Pays d'Aix a été mené avec la participation du PADES, de Babalex et de coopératives.